Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le podcast de Laurie. Son podcast s'appelle Épicéa. Laurie est ingénieure en énergie renouvelable et depuis plusieurs années, elle anime le compte Instagram Good Morning Glow pour y parler d'écologie et de transition au sens large. Elle lance son podcast Épicéa pour donner la parole aux acteurs et actrices du changement, ceux et celles qui agissent concrètement en faveur d'une transition écologique et sociale et finalement ceux qui créent la société de demain. Dans cet épisode que j'ai choisi, elle reçoit Delphine de Sauvage, qui est ingénieure agronome et entrepreneur, créatrice de It's Local, qu'elle a créé en 2019. C'est une plateforme qui vend des produits locaux, artisanaux et bio. En parallèle, elle accompagne maintenant également des entrepreneurs en agriculture urbaine. Dans cet épisode, on parle de nourriture, on parle d'agriculture, on parle des enjeux auxquels l'agriculture fait face aujourd'hui. Alors ici, il s'agit des problématiques de la Belgique, mais la France est confrontée globalement aux mêmes enjeux. On parle aussi de bien manger et finalement en quoi ça consiste. Ces sujets me semblaient importants car on parle beaucoup de nos modes de consommation, de ce que nous devons changer, et particulièrement en matière d'alimentation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes derrière, sur le terrain, qui travaillent pour nous nourrir. Pour en savoir plus sur ce qu'il y a dans nos assiettes et comment finalement ça arrive jusqu'à nos assiettes, je vous laisse écouter Laurie et Delphine. Une autre Delphine cette fois-ci. Bonne écoute à vous. Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement, ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale, ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir à mon micro aujourd'hui Delphine de Sauvage. Delphine est ingénieure agronome, mais aussi multi-entrepreneuse. On pourrait même dire slasheuse, tant elle est sur tous les fronts. Elle fonde It's Local en 2019, une plateforme qui vend des produits locaux, artisanaux et bio. En parallèle, elle accompagne maintenant également des entrepreneurs et entrepreneuses en agriculture urbaine. Delphine m'a passionnée par son récit et je pense qu'on a toutes et tous beaucoup à gagner à s'informer plus sur les enjeux concernant notre assiette. Bonne écoute! Hello Delphine et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Hello Laurie, moi aussi, je suis trop contente. Alors pour commencer, je te propose peut-être de te présenter par les mots qui te conviennent tout simplement. Ouais, donc je m'appelle Delphine, j'ai 28 ans, j'ai fait des études d'agronomie à Louvain-la-Neuve et j'ai créé It's Local, une plateforme de producteurs locaux à la suite de mes études dont on va parler par la suite. Et sinon, j'aime pas en fait être définie parce que... Que par ton job. Ouais, pas par mon job. Non, je suis un peu plus que ça. Mais voilà, de manière générale, je suis hyper sensibilisée à toutes les questions d'alimentation et notamment à notre production alimentaire. Donc voilà, je suis animée par vraiment beaucoup de choses autour de ça. Puis je suis aussi très optimiste et très positive parce que il faut dans ce monde de fous. Il y a besoin, je pense, exact. En effet. Mais du coup, on va revenir vite fait sur ton parcours scolaire. Donc, tu as fait bio-ingé à Louvain-la-Neuve. Mm-hmm. C'est là qu'a eu lieu le déclic et cet amour justement pour la vie paysanne et l'agriculture de manière générale. Ouais, alors c'est marrant parce qu'à la base, je voulais faire des études scientifiques, mais je voulais pas faire médecine. Et donc, j'ai pris vraiment les études de bio-ingénieur par défaut, quoi. Mais je me rendais pas trop compte de ce qu'il y avait derrière. Et en fait, en ayant des cours d'agronomie, je me suis dit, mais c'est génial, c'est hyper intéressant. Moi, je viens pas du tout du monde agricole. Donc, toutes les questions alimentaires m'ont vraiment passionnée. J'ai fait un master en agroalimentaire. Et un mémoire en phytopathologie avec l'étude de biopesticides. Donc, je travaillais sur des bactéries qui produisent des composés volatiles qui vont aller inhiber la croissance de champignons et de bactéries pathogènes. Donc voilà, déjà à ce moment-là, l'agroalimentaire ne me suffisait pas. J'avais envie d'aller voir plusieurs
plusieurs sujets. Mais je dirais que mes études m'ont vraiment sensibilisée à, voilà, à la transition écologique, au réchauffement, à l'importance de ce qu'on mange. Mais c'est pas tout à fait à ce moment-là que j'ai eu un déclic. C'est en voyageant, en fait, à la suite de mes études. Je suis partie voyager 3 mois en Amérique centrale avec mon conjoint. Et là, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On rencontrait plein de gens qui faisaient des tours du monde en cochant des listes. Enfin, vraiment, ouais, à faire des bullet points Des pays qu'ils avaient vus des alors? pays qu'ils avaient vus, mais qui faisaient, je sais pas, des tours du monde en 6 mois. Et puis, ils faisaient juste les highlights classiques. Machu Picchu, coché, la Patagonie, coché. Enfin, et nous qui essayons à ce moment-là de voyager lentement, on a tout fait par la terre, etc. On se disait, mais déjà nous, qu'est-ce qu'on fait? Et puis en plus eux. Bref, et à ce moment-là, j'ai quand même eu vraiment une grosse réflexion. Et je me rappelle qu'avant de partir, je savais pas trop ce que j'allais faire de mon diplôme par la suite. Et je suis rentrée encore plus paumée parce que j'étais encore plus pleine de conviction. Et donc en rentrant en Belgique et en cherchant du boulot dans des entreprises d'agroalimentaire, puisque c'est là-dedans que j'avais un diplôme, mais je n'étais pas tout à fait convaincue au fur et à mesure des entretiens. Moi, je faisais mes courses dans les fermes des environs, près de chez moi, parce qu'il y a pas mal de fermes, j'habite dans le Brabant wallon. Et en fait, là, je parlais aux producteurs et je me rendais compte que c'était pas si facile, la vente à la ferme. Et puis après, je revenais avec plein de bons produits chez moi et mon entourage me disait « Ah, mais c'est trop bien, et t'as été où? Et en fait, on peut aller à la ferme, et la prochaine fois que tu vas, tu me ramènerais pas ci et ça. Est-ce que les producteurs sont sympas? Est-ce que c'est pas trop cher ?» Et en fait, là, j'ai eu une prise de conscience de « Waouh, le monde, les consommateurs de tous les jours sont complètement déconnectés de nos agriculteurs et en fait de qui nous nourrit. Qui nous nourrit, qu'est-ce qu'ils produisent, quand. Il y a vraiment une déconnexion par rapport à la saisonnalité aussi. Et donc, en fait, ça a été super vite parce que je suis rentrée de voyage en décembre. J'ai commencé à postuler et à me nourrir dans les fermes en janvier. Et en mai 2019, il y avait la première plateforme d'Eats Local avec 3 producteurs et 25 produits. Ça ressemblait à rien, mais c'était déjà un bon test en fait pour voir s'il y avait de l'intérêt de la part des acteurs d'acheter des produits en circuit court à des fermes des environs. Attends, mais génial. Donc, toi, tu fais tes courses donc, dans les fermes, tu trouves ça top et tu te dis, je vois qu'il y a une déconnexion entre les gens qui consomment ces aliments et les gens qui produisent ces aliments. Je vais faire le pont entre ces deux entités. C'est ça l'idée, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, derrière ça, il y a énormément de naïveté et d'idéalisme parce que je me dis, ok, je vais changer le monde. Et donc, ayant fait des études d'ingénieur et n'ayant aucun background en économie ou en création d'entreprise, en plus, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, forcément, je me suis formée, j'ai fait plusieurs formations pour vraiment lancer ce qu'on appelle un projet en MVP, donc Minimum Viable Product. Donc au départ, l'idée, c'est vraiment de ne pas investir d'argent et de tester son projet. Et donc c'est ce que j'ai fait, et puis ça a rapidement pris. Et donc, entre guillemets, toutes les étoiles se sont alignées, mais avec quand même beaucoup de naïveté et du coup, pas beaucoup de peur. Et je pense que c'est ça qui aide à l'entrepreneuriat, parce que quand on a des peurs, on démarre rien, parce qu'en fait, c'est flippant quand on y pense. Non, mais clairement, je suis pas du tout entrepreneur, mais je peux imaginer. Il y a même une phrase qui dit il savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. Oui, c'est vraiment ça. Et en fait, moi, il y a plein de gens, c'est toujours dans tous les projets qu'on lance, il y a plein de gens qui essaient de me décourager en disant ça va jamais fonctionner, le marché est saturé, les marges sont pas assez élevées, c'est hyper compliqué de travailler avec les producteurs, tu verras, ils sont sectaires, ils veulent pas s'ouvrir. Et c'est vrai que moi, parce que là on me voit pas dans le podcast, mais je suis pas très grande, je suis blonde, j'ai un peu l'air toujours heureuse comme ça. Et du coup, en arrivant dans les fermes, parfois, les producteurs, ils me prenaient pas trop au sérieux, mais après, dès que je discutais un peu plus de technique et un peu plus agro avec eux, ils voyaient que en fait, je venais pas de nulle part et qu'on pouvait discuter sérieusement. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc là, tu crées un site web et c'est toi-même alors qui va récupérer les produits chez les producteurs et qui les distribue. Enfin, ça se passait comment? Tu faisais de la livraison, exactement, du point collecte? Ouais, les deux. Donc ça a vraiment commencé tout petit, livraison de 3 communes autour de chez moi et travailler avec 3 producteurs. Et donc là, petit site internet sur Wix pour ceux qui connaissent, qui n'a pas duré très longtemps, mais voilà, c'était un super bon test. Et donc les personnes passaient commande. Alors au début, forcément, c'était mes proches, la famille, les amis. J'avais fait pas mal de pubs via les réseaux sociaux et ça, clairement,
même si on peut critiquer les réseaux sociaux à fond, bah, ça permet quand même de pouvoir communiquer très facilement à moindre coût quand on se lance, donc ça c'est super puissant en fait. Et donc voilà, je recevais les commandes et puis je faisais le tour des producteurs. Et puis on livrait, enfin je dis on, mais c'était moi toute seule pendant un petit temps, après avec des stagiaires et puis des étudiants. Donc livraison en point dépôt et puis à domicile. Beaucoup plus point dépôt que domicile avant le Covid. Puis il y a eu un gros shift avec le Covid. Et comment ça vous a impacté, enfin t'a impacté parce que tu étais seule, comment ça t'a impacté le Covid alors? Ouais, alors heureusement au moment du Covid j'avais 3 stagiaires, donc ça c'était vraiment le luxe et je sais pas comment j'aurais fait sans eux. Encore merci. Donc ça nous a impacté, c'était la folie en fait. Du jour au lendemain on a multiplié le nombre de commandes par 5, sachant qu'on était en plein crowdfunding pour acheter une camionnette, donc on n'avait pas de véhicule professionnel on va dire. Je livrais avec ma petite Peugeot 1007 qui a rendu l'âme du coup d'ailleurs, c'est à ça. Et donc on a reçu une camionnette à prêter. Il y a eu vraiment beaucoup d'entraide de la part du monde de l'alimentation durable. Il y a Little Green Box qui nous a prêté une camionnette à ce moment-là. On était vraiment en collaboration avec tout le monde, puis une ASBL bruxelloise aussi qui travaillait avec les sans-abri qui étaient à l'arrêt à ce moment-là. Et donc voilà, on a reçu cette camionnette à prêter et puis j'ai engagé 3 étudiants en fait avec du renfort quoi, pour qu'ils puissent nous aider à faire des livraisons. On faisait des livraisons jusqu'à 23h, on était complètement débordés. Les producteurs aussi, il y avait des pénuries en termes de produits. Heureusement ils suivaient parce que je sais pas, ils étaient bien, enfin il n'y a pas eu tellement de pénuries alimentaires, mais par contre il y avait des bêtes pénuries style il n'y avait plus assez de boîtes d'œufs. Et donc on a été faire des collectes de boîtes d'œufs chez les particuliers parce que les cartons étaient bloqués avec la Chine, etc. Il n'y avait plus de cartons, enfin bref, des choses comme ça. Donc super absurde, mais les producteurs étaient quand même bien sur les rotules aussi. Tout le monde a été super solidaire, donc c'était une super expérience. On n'a plus communiqué du tout pendant 3 mois. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné. Plus de newsletters, plus de réseaux sociaux, plus rien, parce qu'en fait on voulait presque pas être connus à ce moment-là. Il y avait déjà trop de monde en fait, tout simplement. Il y avait trop de monde. Et puis après, on voyait aussi qu'il y avait des gens qui... On n'a pas toujours attiré le bon public parce qu'il y avait vraiment une peur d'aller dans le supermarché. Premier confinement, on ne savait pas ce que c'était le Covid, on pensait qu'on allait tous mourir limite. Et donc il y avait des gens qui nous appelaient en disant « Oui, je voudrais... du fromage Caprice des Dieux, vous vendez pas ça ?» Donc, ah non, on travaille avec les petits producteurs artisanaux, il n'y a pas de grosses marques industrielles, donc les gens faisaient aussi appel à nous parce qu'ils avaient peur en fait d'aller au supermarché. Donc on n'a pas toujours attiré la bonne cible, ça c'était un peu la problématique. C'est comme ça qu'on a vu aussi après pendant les déconfinements une grosse perte de la clientèle, mais de manière générale ça a quand même permis en tout cas pour nous de faire un gros boom et une publicité gratuite. Donc c'était positif, intense mais positif. Et du coup, comment est-ce que tu recrutes tes producteurs? C'est toi qui allais voir les producteurs de ta région ou alors c'est eux qui viennent te voir? Enfin, comment ça se passe? Tu te dis, j'aimerais vendre des fraises, donc je vais aller voir un producteur de fraises ou justement, c'est eux qui viennent à l'avance vers toi. Enfin voilà, comment ça se passe? Ouais, alors aujourd'hui c'est vraiment double, mais c'est clair que quand ça a commencé, on n'était pas du tout connus dans le monde agricole, donc c'est clairement nous qui allions chercher les producteurs. On avait fait une liste, j'avais fait une liste de tous les producteurs que je connaissais dans ma région et qui avaient des chouettes produits et puis surtout une bonne philosophie. Donc on ne s'est pas arrêté sur le label bio parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui ne peuvent pas se permettre d'être labellisés bio mais qui travaillent hyper bien pour autant. Mais bon, bien sûr, il faut qu'il y ait une démarche hyper stricte et hyper réfléchie derrière. Donc si c'est en agriculture raisonnée, moi je mets ma casquette d'agronome et je vais voir sur le champ avec eux ce qu'ils font concrètement en termes d'agriculture raisonnée. Et donc du coup c'est comme ça qu'on choisit les différents producteurs. Donc au début c'était vraiment nous aller les voir et leur demander si ça les intéressait de participer au projet. Et puis au fur et à mesure du temps, on est maintenant vraiment contacté par pas mal de producteurs. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on essaye, dans la mesure du possible, de ne pas mettre les producteurs en concurrence. Donc là, par exemple, pour les fraises, on est sur la fin de la première partie de la saison, parce qu'après, il y a toutes les variétés tardives qui vont arriver. Mais pour les fraises, on a 2 producteurs de fraises, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils n'arrivent pas à répondre à la demande si on n'en prend qu'un seul. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de prendre 2 producteurs, mais sinon en termes de maraîchage, on essaye de rester avec un seul maraîcher. En termes de
de production d'œufs, enfin ce genre de choses. On n'a qu'une seule boulangerie aussi. Enfin, on a une boulangerie, on va dire, plus traditionnelle, pain au levain, et puis une autre pain sans gluten. Donc voilà, on essaye vraiment que les producteurs soient complémentaires. Et donc oui, aujourd'hui on est vraiment contacté régulièrement par des producteurs et on essaye dans la mesure du possible de répondre à leurs demandes et de pouvoir leur offrir un canal de vente. Et en fait, ce qui est super chouette avec notre proposition de valeur, c'est que c'est vraiment les producteurs qui ont la main mise sur toute la chaîne parce qu'ils ont un accès direct à la plateforme. Et donc, c'est eux qui encodent eux-mêmes leurs produits, sauf s'ils n'ont pas le temps, alors on peut le faire pour eux. Ils décident eux-mêmes du prix de leurs produits. Donc, ils ont vraiment la main mise là-dessus. Et alors, ils peuvent aussi décider des quantités mises en vente. Donc, par exemple, pour les fraises, ils peuvent dire, OK, cette semaine, je ne pourrais pas faire plus de 30 ou 50 ou 100 raviers. Et donc, ils peuvent vraiment décider d'un maximum. Pareil, si on arrive en fin de saison d'une culture, ils peuvent mettre un maximum ou mettre à l'infini si la récolte est énorme. Donc, c'est vraiment les producteurs qui ont la main mise. Ils peuvent aussi se mettre en congé. Ils peuvent mettre des mots pour les clients. Enfin, voilà, c'est un super chouette système. Oui, mais c'est carrément génial. Et ça vient de toi. Donc, du coup, c'était ton idée. Ça a été une grosse évolution. Là, maintenant, donc on a changé de plateforme 2 fois. On est passé de Wix à Shopify, qui est un autre CMS assez connu dans la vente en ligne, où là, à ce moment-là, on était tout le temps en contact avec les producteurs pour mettre à jour leurs produits, etc. Mais malheureusement, à ce moment-là, ils n'avaient pas accès eux-mêmes à la plateforme parce que, juste point de vue IT, c'était pas faisable. Et il y a 1 an, on est passé sur un système qui s'appelle Linked Farm. Donc, c'est vraiment un outil IT développé en Flandre. Donc, c'est du 100% local parce que c'est belge. En plus. Et donc, c'est vraiment un super outil qui permet vraiment aux producteurs d'avoir la main mise sur tout. Et en fait, avant, ils devaient passer chaque fois par nous. Et donc, nous, on acceptait toutes leurs requêtes, mais c'était plus de travail. Donc, disons que maintenant, c'est vraiment encore plus du circuit court. Ok, mais c'est génial. Et donc, du coup, le slogan de It's Local, c'est manger bio, artisanal et local. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de manger bio, artisanal et local, justement ? Vaste question, parce que c'est tellement important. Alors, je vais peut-être commencer par la partie locale. En fait, on en parlait un peu en off tout à l'heure, mais on est vraiment en train de perdre nos agriculteurs de manière très, très, très flagrante. Et donc, perdre nos agriculteurs, ça veut dire perdre notre savoir-faire, en fait, parce que l'agriculture, c'est un savoir-faire, c'est quelque chose qui s'apprend à l'école aujourd'hui, mais qui se transmet surtout de génération en génération. Et donc, si on perd nos producteurs, en fait, demain, on ne sait plus comment cultiver la terre. Et manger, en fait. Enfin, finalement, c'est quand même les gens qui nous nourrissent. Enfin, complètement. C'est invraisemblable de se dire qu'on va perdre ce pan de production Exactement. des gens qui nous nourrissent. Oui, exactement. Et même si on pense à l'artisanat, il faut se rendre compte qu'avant, en Wallonie, je parle de la Wallonie parce que je connais un peu mieux, mais en Wallonie, chaque petit village avait sa brasserie. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de brasseries qui revoient le jour, c'est chouette. Mais en fait, on a complètement perdu une partie de notre savoir-faire et de notre artisanat. Après, si on ne boit plus de bière, c'est pas catastrophique. Mais n'empêche que culturellement parlant, c'est quand même quelque chose qui est important. Et donc, si on perd notre savoir-faire, en plus de ça, on perd aussi nos paysages. Parce qu'on adore nos paysages, notre campagne belge, aller dans les Ardennes, ces étendues de verdure. Si on n'a plus de producteurs, on n'a plus de paysages. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie quand même assez régulièrement. Toutes ces vastes étendues, ces plaines qui sont cultivées ou alors sur lesquelles il y a de l'élevage. Et donc, du coup, comme je disais, les animaux qui permettent de valoriser l'herbe, ça, c'est quand même assez intéressant. Qu'ils soient mangés ou non, ça, c'est un autre débat. Donc voilà. Et puis clairement, on a besoin de nos agriculteurs pour manger. Enfin, sinon, c'est juste la fin de... Et pour l'économie locale et sociale. Ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment tout le pôle artisanat. Quand on achète local, on sait qu'en fait, notre argent, il nourrit des familles, quoi. Et ça, c'est vraiment super important parce que quand on achète les grandes marques du supermarché, il faut savoir que dans les supermarchés, c'est 10 marques agroalimentaires qui détiennent... toutes les petites marques qu'on retrouve en supermarché. Et donc, en fait, quand on achète nos produits en supermarché, on nourrit juste des actionnaires qui vont acheter un Xème yacht ou un 10e appartement à Paris. Enfin, voilà. Et qui vont ruiner nos sols, à les épuiser, à les pulvériser de pesticides et d'OGM, enfin, qui vont faire du mal en s'enrichissant, finalement. Exact, et qui contribuent vraiment à ce modèle ultra-capitaliste où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour la partie locale et production. Après, clairement, le top du top, c'est de manger local et bio, parce que clairement, on peut aussi manger local de manière très mauvaise et avoir
des producteurs locaux qui utilisent plein de pesticides et appauvrissent les sols. Maintenant, on a toujours cette image de la production intensive qu'on voit à la télé, des élevages horribles, et puis des cultures aux États-Unis où on asperge les cultures par avion et ce genre de choses. Il faut savoir qu'en Belgique, du moins en Wallonie, les fermes, c'est vraiment des fermes familiales qui sont à taille humaine, et c'est pas des grosses exploitations agricoles qui font n'importe quoi, même si voilà, clairement il y a des améliorations énormes à faire. Mais donc c'est super important de manger bio, ou du moins de connaître son producteur et d'aller voir comment est-ce qu'il travaille, parce qu'en fait on est en train de perdre nos sols aussi. Il y a très peu de centimètres de terre fertile sur nos sols, et en fait quand on laboure et quand on met plein de produits, dès qu'il y a une grosse pluie, en fait juste les terres fertiles s'écoulent, et on l'a vu avec les inondations de l'année dernière. C'était vraiment hyper impressionnant et hyper dommage parce qu'on récupère pas ces terres, donc c'est vraiment très très problématique. Pareil pour tout ce qui est utilisation de produits phytosanitaires avec la pollution des eaux, et voilà, enfin bref, tout est lié en fait, et donc ça a vraiment du sens de faire attention à tout ça et de protéger nos sols. Et même pour l'aspect santé, en fait, finalement, parce que c'est pas dans votre slogan, parce que ça en découle, évidemment, mais en fait, manger local, bio et de saison, c'est juste un plus pour la santé. Et quand on aura rincé tous nos sols aux produits phytosanitaires, en fait, ce sera plus possible de manger et d'être en bonne santé, finalement. C'est clair. C'est un énorme plus. C'est vrai que nous, on n'a pas axé notre communication sur la santé, parce qu'on était plus dans une c'est un métier, logique aussi de peut-être d'activisme entre guillemets. Moi parfois on me reproche d'être un peu trop engagée par rapport au soutien aux producteurs, et en fait on se rend compte qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui mangent bio juste pour leur santé, qui en fait s'en fichent de manger bio des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont été cultivés avec peu de normes sociales, dans des conditions vraiment très précaires. Ils pensent juste à leur santé. Et donc moi j'avais envie de montrer que en fait, bien sûr la santé c'est super important, mais il y a aussi tout l'aspect vraiment social, local. Et santé des autres, finalement. Et en fait, santé de la planète, quoi. Parce que bon, ouais. Mais moi, je t'invite justement, parce que tu es très engagée et un peu activiste, comme tu dis, même plus qu'un peu. Parce que It's Local, c'est aussi une approche engagée, justement. Qui sensibilise le consommateur. Je me souviens d'ailleurs d'une petite polémique, je crois que c'est l'année passée sur Instagram, où tu avais poussé un petit coup de gueule parce qu'il y avait des ventes de fraises qui étaient bien trop tôt pour la saison. Et en fait, c'est dommage, mais nous, consommateurs, et je me mets dedans, même si je fais quand même attention, on n'a aucune idée de la saisonnalité des produits. Et donc, je ne me souviens plus exactement quand c'était, mais il y avait une vente de fraises qui était bien trop tôt pour la saison. Mars. Voilà, ouais, je te laisse expliquer. Ouais. Ah, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai failli refaire le coup de gueule cette année. Parce qu'en fait, vraiment, ça me rend dingue. En fait, bon, là, en l'occurrence, c'était une petite échoppe de fraises, soi-disant locale, en bord de route. Et moi, j'étais avec mon vélo. Et du coup, j'en ai profité pour m'arrêter et pour demander la provenance exacte des fraises. Et le vendeur en question m'a dit, celles-là, elles viennent d'Espagne, parce que les fraises chez nous ne sont pas encore prêtes, sans blague. En mars, il n'y a pas de fraises chez nous. et donc, du coup, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous prenez producteur local, de saison, et après, vos fraises, elles viennent d'Espagne? C'est vraiment tromper le consommateur. Il m'avait dit, oui, le Belge, quand il y a un rayon de soleil, il veut manger des fraises. Et ça m'avait vraiment rendu hors de moi. Et en fait, quand on regarde en supermarché, les supermarchés ont un espèce de calendrier saisonnier pour leur communication, mais qui en fait est complètement faussé et qui n'est pas adapté d'année en année. Donc par exemple, cette année, les tomates en Belgique, elles mettent un peu plus de temps à arriver. Les asperges, on dit toujours c'est mai-juin, mais en fait ça dépend chaque année. Et donc les supermarchés, en fait, à partir du 1er mai, il y a des asperges. Et il y a des fraises à partir du 1er mars. Ils disent voilà, fraises de saison, asperges de saison. Et en fait, on ne sait pas du tout d'où elles viennent. Et donc, ça fausse complètement le consommateur qui se dit ah super, je fais un effort, j'achète un produit de saison, je respecte ça. Et c'est vraiment, malheureusement, l'aspect saisonnalité des produits est devenu un outil marketing. Et donc, ça, c'est vraiment super dommage. Et donc, le seul moyen, je pense, de contrer ça, c'est de se fournir en direct des producteurs, ou du moins, voilà, nous, notre plateforme, comme c'est les producteurs qui ajoutent eux-mêmes leurs produits et qu'on sait directement la provenance, on peut pas vraiment se tromper. Et donc, c'est vrai que moi, quand les gens me disent « Ah, mais toi, t'arrives vraiment à manger de saison toute l'année ?» Je dis « oui, parce que j'ai pas d'autres alternatives, en fait. Comme je vais pas au supermarché, je vois pas les courgettes et les tomates en hiver qui
peuvent éventuellement faire de l'œil, parce que je le conçois tout à fait. Mais comme je le vois pas, voilà, je trouve que ça peut pas donner envie. Et puis surtout, moi, comme toi, j'essaie de me nourrir essentiellement de saison. En faisant mes courses dans une coop et du coup en fait t'as cette sensation de manque que tu n'as jamais. Exact. Moi le mois de février je n'en peux plus de bouffer du chou et des légumes racines, vraiment c'est l'enfer. Mais alors quand il y a des trucs un peu plus sympas qui débarquent en mars, et ben en fait chaque nouveau légume est une grande joie, quoi. Exactement, et il a une saveur incroyable, et même pour mon corps en fait, parce que du coup j'ai une alimentation qui est diversifiée en fonction de la saison, et du coup mon corps, mais à la première courgette, bon qui n'est pas en mars, hein, mais, non, mais qui est en mai-juin, quoi. Ouais, c'est Juin, ça. on va dire. Mon corps est refait, mais vraiment gustativement, et je sens que ça me fait du bien, que je mets du bon fuel dans mon corps, quoi. À fond, et en fait, si on réfléchit un peu en termes... Enfin, moi, souvent, j'aime bien me projeter comment on faisait nos ancêtres, quoi, parce qu'en fait, c'est pas pour rien qu'en hiver, on mange des légumes racines, des légumes qui doivent en fait être cuits longtemps, qui doivent mijoter, c'est pour nous apporter de la chaleur. Là où en été, on a des tomates, des concombres, on mange du cru, on va venir avoir des légumes en fait qui vont nous hydrater, et ça a vraiment du sens, quoi. Et donc... Normalement, si on était bien reconnecté, on ne devrait pas avoir envie de tomates en plein hiver, parce qu'on a froid en hiver. Et donc on a envie de manger des courges, on a envie de manger des pommes de terre, des légumes chauds, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de se revoir ça comme ça. Et puis moi, on m'avait déjà dit, si t'as envie de tomates en hiver, c'est que t'en as pas assez mangé en été. Et donc il faut aussi, en fait, je pense... profiter des légumes jusqu'à en avoir marre. Là, moi, j'ai plus envie de manger des asperges, c'est bon, quoi. J'en ai mangé toute la saison, là, c'est bon. Non, mais ce pareil. sera très bien l'année prochaine, mais voilà. Mais carrément, vraiment. Et cette saisonnalité, on doit vraiment la ressentir comme un manque, comme le fait d'aller en vacances aussi, je pense. Exact. Tu vas en vacances 2 fois par an, 3 fois par an, mais t'as ce manque quand tu y es, tu kiffes à fond. Et après, t'es content de rentrer chez toi. Et ben, je pense que pour la bouffe, on peut le voir d'une façon un peu similaire. Ouais, c'est clair. Du coup, je prends un peu une autre direction, mais... Quid du sans plastique, du zéro déchet, je sais que tu es passé par là pour It's Local. Comment on fait pour trouver un équilibre? Grande question, c'est la question à $1 million. Alors au début, j'étais en mode extrémiste du zéro déchet, des bocaux pour tout, pas de viande parce qu'il y a du plastique. Et au-delà de la question de la viande, ma grosse problématique, c'était la viande en circuit court, c'est d'office sous vide. Et donc c'était pas de viande, et puis en fait je crois que c'est surtout le Covid qui a permis de relativiser là-dedans, parce qu'on tournait avec un pool de bocaux qu'on nettoyait régulièrement, sauf qu'en fait comme les commandes ont été multipliées par 5 pendant le premier confinement, on n'a plus assez de bocaux. Et puis au début, je sais pas si tu te rappelles, on savait pas si le virus restait sur les bocaux ou pas, et donc on mettait nos bocaux en quarantaine. Enfin bref, on avait vraiment plus de temps. Et aussi, on avait des bacs réutilisables, mais on est passé au sac en craft à ce moment-là, parce qu'on savait pas. Enfin voilà, on savait pas si. Et je pense que les gens avaient peur aussi. Tout le monde avait peur, et donc voilà. Et en fait, suite à ça, on s'est rendu compte que tout ce qui était produits d'épicerie en vrac, donc les pâtes, le quinoa, les lentilles, le granola, etc., en fait, dans des sacs en craft recyclés et recyclables, ça fonctionnait vachement bien. Les clients s'en plaignaient pas, alors clairement, c'était mieux les bocaux, et en même temps, c'était lourd à transporter, donc il faut quand même tenir compte de ça. Il y avait une grosse logistique de nettoyage derrière, les gens les rendaient pas toujours, et donc c'est des gros frais quand même à investir en... Enfin voilà, il faut un pool de bocaux qui représente des frais. Et donc là, en fait, on a un peu lâché du lest sur le zéro déchet à ce moment-là. Et puis en fait, tous nos clients demandaient de la viande de qualité. Ils disaient tous, voilà, on veut consommer moins de viande, mais que celle qu'on consomme vienne en direct d'un élevage qu'on connaît, familial, avec un respect des animaux, etc. Et donc, on a été trouver deux très chouettes producteurs, mais du coup, qui mettaient leur viande sous vide. Alors, c'est du plastique, et en même temps, ça permet de conserver les aliments plus longtemps, de les congeler très facilement, etc. Donc, ça a été, en fait, plein de compromis. Et je pense que l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est beaucoup de compromis, parce qu'on démarre avec des idéaux qui sont très élevés, des valeurs très, très fortes. Et puis, petit à petit, on essaye de trouver le meilleur des mondes, parce que n'empêche que... Voilà, c'est parfois triste à dire, mais quand on a introduit la vente de viande, on a vu vraiment notre panier moyen augmenter, et donc notre chiffre d'affaires augmenter, et donc ça faisait qu'on pouvait proposer un meilleur service, et donc c'est aussi
important. Et puis c'est important de répondre aux besoins des consommateurs aussi, parce qu'en fait, même si on peut rêver d'un monde végétarien où tout le monde mange local à 10 km à la ronde, il y a aussi la réalité du besoin de consommateurs. Donc il faut s'adapter à la demande aussi, quoi. Et vous proposez quand même une alternative dans le sens où vous proposez une viande qui a été qui est de qualité déjà. Donc comme tu dis, les gens en mangent moins. Certes, elle est emballée sous vide, mais de toute façon, l'alternative supermarché est quand même dans du plastique. Bon, il y a la boucherie, qui peut fournir une alternative, mais encore une fois, on n'est pas sûr de la provenance. Exact, ouais. Voilà, c'est clair. Après, maintenant, on a quand même pas mal de demandes pour des alternatives végétales. Le problème, c'est que comme on travaille principalement avec des producteurs et des artisans, en fait, il n'y a pas aujourd'hui d'artisans qui font des burgers végés ou du tofu, ce genre de choses, parce qu'en général, c'est des produits qui ont été assez transformés, donc en général industrialisés. Donc voilà, ce qu'on peut proposer, c'est plutôt des recettes pour faire des burgers végés à base de lentilles et de quinoa, parce qu'en fait, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment l'alternative artisanale, parce que voilà, on veut pas travailler avec des gros groupes industriels, mais c'est clairement des questionnements qu'on a tout le temps pour pas mal de produits, hein. On nous demande de la pâte à quiche, pareil, c'est un produit que moi je consomme régulièrement, mais c'est un produit industrialisé, et c'est pas mal qu'ils soient industrialisés, c'est juste que voilà, il n'y a pas d'artisan qui fait de la pâte à quiche aujourd'hui. Dommage, mais c'est Voilà. le cas en effet. Et du coup, la deuxième question à 1 million d'euros, c'est comment on se positionne, enfin comment tu te positionnes face aux produits qui viennent de loin, comme le thé, le café. Ouais. Est-ce qu'ils ont toujours été sur la plateforme It's Local ou est-ce qu'ils sont rentrés par la suite Ouais, alors grande question aussi. Il y a directement eu du chocolat parce que historique oblige aussi, en Belgique, on est le pays du chocolat, et donc il y a vraiment beaucoup d'artisans qui nous contactaient à ce moment-là en expliquant leur savoir-faire. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, ok, on ne peut pas supprimer ces produits de notre alimentation à partir du moment où les consommateurs en consomment encore aujourd'hui, même si pour le coup il y a des super chouettes alternatives. Pour le thé, aujourd'hui on trouve des tisanes bruxelloises notamment, donc il y a vraiment plein de choses. Pour le café, il y a la chicorée qui est en train de se développer à fond. Enfin voilà, il y a plein de choses, des alternatives locales qui sont en train de voir le jour. Maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment privilégier l'artisanat. Donc ce qu'on fait, c'est que pour le café, on travaille avec un torréfacteur qui est à Rebec, qui fait vraiment tout de manière artisanale, qui est en contact direct avec les producteurs de café en Afrique et en Amérique du Sud, et qui a du coup une juste rémunération pour eux. Pareil pour le chocolat, on travaille avec différents artisans qui travaillent vraiment de mieux en mieux. D'ailleurs, je sais que toi tu l'as pas mal partagé, mais Nao qui s'est mis en bean to bar 100% et qui ont vraiment fait d'énormes efforts à ce niveau-là. Donc ça c'est super chouette. Et puis plein de petits artisans qui travaillent avec du chocolat de qualité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais on a encore eu des problématiques sanitaires avec le chocolat Calbot, comme il y avait eu dans les Kinder, problème de salmonelle ce week-end. Donc vraiment le chocolat artisanal, je pense, atteint ses limites, et on se rend compte qu'il faut en consommer moins, mais mieux, de filières qui soient plus durables et plus directes en fait. Donc voilà, clairement c'est des questions, parce que ça vient pas de chez nous, mais il y a de l'artisanat qui est chez nous, et du coup ça reste quand même de l'économie locale à fond et un savoir-faire, parce que si on réfléchit plus loin, en fait quand on regarde dans la bière, il y a très peu d'orge brassicole belge, et encore moins de houblon belge. Il y a des filières qui sont en train de se redévelopper, et c'est super intéressant de voir que la machine est relancée. Il y a 2 houblonnières qui ont vu le jour en Wallonie. Il y a des coopératives qui se relancent dans l'orge brassicole. Mais de base, notre orge, il vient des pays de l'Est. Notre houblon, il vient aussi pas mal des pays de l'Est, quoique maintenant il y en a en Alsace aussi. Donc voilà, et en fait, c'est ces produits qui font la fierté de la Belgique, la bière et le chocolat, et rien ne vient de chez nous. Mais donc c'est assez dingue ça. Ouais. Mais ça vient aussi, petit aparté, mais ça vient énormément de la colonisation. Bien finalement. Sûr. C'est des produits issus de la colonisation. Alors comme tu dis, on l'a intégré dans notre alimentation. On n'aurait plus de boissons chaudes quand même, si on retire le thé et le café, quasiment. Donc c'est intéressant de se poser la question quand même. Mais la plupart des gens, malheureusement, ne se la posent pas. Et c'est un peu indu, c'est-à-dire que le chocolat, c'est la friandise belge par excellence, alors que comme tu dis, comme on dit, c'est un produit issu de la colonisation de base. Mais il y a plein de gens, en fait, pour eux, le chocolat, c'est belge, et ça s'arrête, en fait, à
à la fabrication du chocolat, mais Complètement. avant, il y a la culture de la fève, les plants de cacao, et on oublie, comme tu dis, en fait, on a perdu le sens de ce qu'on mange. La provenance vraiment et ce contact. Et donc tout ça, ça passe par de la sensibilisation, vraiment. Et donc je crois qu'il faut sensibiliser les gens à manger mieux, quitte à en manger moins. Voilà, que ça soit un chocolat plus qualitatif, qui soit pas du Côte d'Or pour ne citer que, mais voilà, un chocolat issu de filières équitables. Parce que le problème en fait avec tous ces produits qui viennent de loin, que ce soit le café, le cacao, le thé, il y a énormément de problèmes dans le thé aussi, c'est vraiment tous les enjeux sociaux, hein. La mauvaise rémunération des personnes qu'on paye des misères. Mais après, là, je parle de produits qui viennent de loin, mais bêtement, les fraises espagnoles et marocaines, c'est une catastrophe sociale. Il y a des histoires quand on lit de viols dans les cultures, enfin voilà. Mais de toute façon, dès qu'on précarise les gens, en fait, ça finit par mal tourner. Et au final, nous, consommateurs, on a le pouvoir de remettre un peu de sens et on on doit le vraiment, saisir. on a vraiment du pouvoir. Manger, c'est voter. Et si demain, tout le monde boycotte les 10 grosses marques agro-industrielles, ben, ils coulent, c'est tout. Et donc, parfois, on s'en rend pas compte, l'impact qu'on peut avoir avec nos petits porte-monnaies. Alors, bien sûr, il faut pas remettre toute la faute sur nous. Et bien sûr, ça doit bouger là-haut, ça doit bouger chez les politiciens, ça doit bouger dans le monde industriel. Mais en fait, on se rend pas compte du pouvoir qu'on a en tant que consommateur. Et il faut l'utiliser, quoi, vraiment. Mais totalement. Mais du coup, là, on a fait un gros focus sur Eats Local parce que c'est un peu ta carte de visite. Mais tu ne fais pas que ça. Toujours donc dans l'agriculture durable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais d'autre? Oui. Oui, alors depuis un peu moins d'1 an, je fais de l'accompagnement de producteurs en agriculture urbaine. Donc en fait, on ne le sait pas toujours. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Bruxellois qui écouteront le podcast. Bah, mais, j'espère. J'espère aussi, mais voilà. À Bruxelles, en fait, il y a 52 fermes urbaines. Donc on ne se rend pas toujours compte parce qu'on a l'impression que en ville, on ne produit pas d'alimentation. Mais en fait, il y a quand même des productions, qu'elles soient en pleine terre ou en hors-sol, donc sur les toits, dans les caves, il y a pas mal de producteurs. Et surtout, il y a beaucoup de projets qui cherchent à voir le jour. Et du coup, moi, dans mes multiples casquettes, j'accompagne ces producteurs qui veulent s'installer en agriculture urbaine. Je les aide surtout par rapport à leur business plan, à leur plan financier, à leurs canaux de communication, canaux de vente. Enfin, vraiment, on fait ensemble le démarrage du projet, voilà, l'étude de marché. On regarde s'il y a encore de la place pour faire pousser des micro-pousses à Bruxelles. Est-ce qu'il y a encore de la place sur le marché? Est-ce que c'est saturé? Est-ce qu'il y a une demande? S'il y a encore de la place, où est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce que ça demande comme investissement? À qui est-ce qu'on va vendre? Comment est-ce qu'on va communiquer? Quels seront les coûts? Est-ce que c'est viable? Parce qu'on le disait en off, mais un projet durable doit être rentable. La durabilité, elle est à la fois environnementale, sociale et économique. Donc en fait, on se rend compte vraiment que tous les projets qui n'ont pas été bien réfléchis, souvent ils démarrent avec une énorme volonté et beaucoup d'énergie. Et puis après, au bout de 2 ans, le porteur de projet s'épuise s'il n'y a pas une rentabilité derrière. Et donc en fait, ça c'est une perte d'énergie énorme de lancer des projets, de faire des investissements pour qu'au final, ils ne soient pas pérennes dans le temps. Donc voilà, et ça c'est super chouette parce que franchement, Bruxelles a des grandes ambitions à ce niveau-là. Il y a la stratégie Good Food 2.0 qui vient d'être lancée par Bruxelles Environnement et ils veulent vraiment promouvoir et accélérer l'agriculture urbaine à Bruxelles. Donc ça c'est trop trop chouette, surtout qu'en termes européens, Bruxelles on est un peu en retard en termes d'agriculture urbaine. En France ils sont beaucoup plus avancés et c'est vraiment important de se rendre compte que c'est pas nos villes qui vont nourrir les urbains de demain, mais par contre, ça a d'énormes impacts et bénéfices en termes de biodiversité, en termes de réduction d'îlots de chaleur, en termes de sensibilisation des citoyens, de réappropriation des savoirs. Donc il y a vraiment énormément d'aspects à côté de la production alimentaire, ce qu'on appelle vraiment la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine. Mais n'empêche qu'il y a des producteurs qui arrivent à nourrir 50 familles avec des paniers de légumes à Bruxelles. Donc c'est super chouette, 50 familles par semaine. C'est incroyable, carrément. Donc voilà, et alors je fais aussi le lien, donc ça c'est pour Good Food, entre tous les professionnels de l'alimentation bruxellois et les producteurs wallons et flamands. Donc tous ceux, par exemple, un restaurant qui voudrait travailler avec
un producteur de légumes qui viennent de Bruxelles ou d'ailleurs en Belgique, moi je vais faire le pont entre eux. Création de lien. Donc tu es la personne qui connaît comment ça se passe pour la bouffe, pour la bonne bouffe Entre en autres, Belgique. il y en a plein, mais voilà, franchement, parfois en tant que citoyen, on se rend pas toujours compte de ce qui se passe, et pour le coup, Bruxelles, il se passe vraiment plein de choses. En termes de restauration, je sais pas si tout le monde connaît, mais il y a le label Good Food, qui est pas encore hyper utilisé, j'ai l'impression, par les consommateurs de tous les jours. Mais si ça vous intéresse, vous allez sur goodfood.be et il y a un bottin qui reprend les 80 restaurants labellisés à Bruxelles. Et donc, en fait, ces restaurants ont une démarche durable, que ça soit de produits de saison, circuit court, bio, végétarien, vegan. Enfin voilà, il y a vraiment chaque fois une démarche avec plusieurs paliers. Et c'est important de soutenir ces restaurants-là, en fait, qui font un effort. Complètement. Et qui font un effort et justement qui vont un peu à l'encontre du système capitaliste actuel. Et donc qui probablement ont besoin d'un soutien financier plus pour pouvoir survivre. Donc c'est vraiment important de donner ces sous aux bonnes personnes. C'est clair. Mais comme t'en parles, ça a l'air génial. Limite, j'ai envie de devenir productrice. Mais je pense pas que ce soit la panacée. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la réalité de la chose, en fait, qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices en Belgique, que c'est pas un métier valorisé ni financièrement ni socialement, et qu'il y a beaucoup de cas de burn-out, que c'est grave pas ouf pour le moment, en fait. C'est clair. Donc en fait, la moyenne d'âge des fermes en Belgique, c'est 55 ans, on appelle ça les exploitants agricoles, mais c'est un horrible nom, des dirigeants de ferme, on va dire. Et donc, en fait, dans 10 ans, on risque d'avoir vraiment un effondrement de notre système de production alimentaire chez nous, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de repreneurs. Les jeunes ne sont pas prêts, en fait, à travailler autant que leurs parents pour être payés si peu. Donc, on est vraiment face à un énorme problème. Aujourd'hui, dans la Fédération des jeunes agriculteurs, donc on appelle les jeunes agriculteurs les agriculteurs de 16 à 45 ans, et il y a seulement 6% de ces agriculteurs qui ont en dessous de 35 ans. Donc ça montre vraiment à quel point en fait il n'y a pas de jeunes. Et il n'y a pas de repreneurs, parce qu'en fait quand on ne vient pas d'une famille agricole, s'installer n'est pas faisable financièrement. On est sur un coût à l'hectare qui est entre 50 000 et 80 000 euros à l'hectare en fonction de la région. Donc c'est juste impayable en fait, surtout que c'est pas en faisant du maraîchage, en vendant des tomates et des salades qu'on va pouvoir rembourser une terre qui a coûté 80 000 euros. Donc c'est hyper compliqué. Et alors les jeunes qui viennent eux qui ont grandi dans des fermes, souvent ils aspirent en fait à un avenir meilleur, et même parfois les parents ne veulent pas que leurs enfants reprennent la ferme parce qu'ils se rendent compte qu'en fait il y a mieux pour leur avenir. Donc quand on se fait ce constat-là, c'est vraiment hyper interpellant. Maintenant, l'aspect positif, parce qu'il faut quand même toujours du positif, et que moi je reste optimiste parce que sinon juste on se tire une balle, c'est qu'il y a quand même vraiment un gros désir de retour à la terre, notamment des jeunes comme nous qu'on appelle les nimaculteurs, donc non issus du milieu agricole, des gens qui ne trouvent plus de sens dans leur métier bureaucratique derrière leur ordinateur et qui ont vraiment envie de remettre les mains dans la terre. Donc il y a énormément de jeunes qui se forment pour devenir maraîchers, pour faire de l'élevage, de la production, de la transformation laitière. On le voit aussi dans le monde de la boulangerie. Il y a un boom des boulangeries artisanales avec des pratiques ancestrales, du pain au levain, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et donc, il y a quand même des choses qui bougent, et ça, je pense que c'est ce qui fait l'espoir, mais pas assez. Et en même temps, on comprend que les métiers ne sont pas valorisés, et donc là, on a vraiment besoin des politiques, et notamment de la politique agricole commune, qui est super critiquée, mais pour le coup, en Wallonie, il y a une prime supplémentaire depuis cette année pour tous les petits maraîchers sur petite surface en bio. Donc ça, c'est vraiment des leviers en fait concrets qui vont permettre de pousser plus de jeunes à se mettre en maraîchage en bio. Il faut aussi se rendre compte qu'on parle toujours des producteurs et de leurs difficultés en Belgique, mais si demain tout Bruxelles voulait manger local, mais en fait on n'a pas assez de production, on est super dépendant des pays étrangers, et donc ça joue aussi pour pouvoir booster la production chez nous. En fait, il faut manger plus local et plus bio.
pour pouvoir en fait soutenir tous ces futures personnes qui vont s'installer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le gros souci, c'est pas la production, c'est la demande. Oui, l'offre pourrait suivre, mais la demande n'est pas là, en fait. L'offre pourrait suivre. Par contre, si la demande était à 100% bio local, ce qui n'arrivera jamais pour plein de raisons, mais voilà, disons que si ça arrivait à ça, on ne pourrait pas suivre du tout. Et de toute façon, si ça arrivait, ce serait de manière lente. Enfin, je veux dire, on va pas switcher de 0 à 100 en 2 semaines, quoi. Oui. Donc du coup, même si en effet on pouvait pas y arriver, on pourrait quand même atteindre un maximum qui est quand même loin de ce qu'on a actuellement, j'imagine. C'est clair. On peut revenir un peu sur le fait donc, que tu dis que les terres sont impayables. Ouais. Pourtant, c'est assez contradictoire avec ce qu'on peut penser, puisque c'est pas un métier valorisé, c'est pas un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Exact. Donc pourquoi ces terres valent autant d'argent? Et est-ce que tu peux nous parler du coup de l'accaparement de terres? Ouais, donc il y a une grosse pression sur les terres en Belgique, parce qu'en fait on est un pays hyper densifié. On a très peu de grands espaces. Voilà, je crois qu'on a une densité de population qui est les plus élevées en Europe. Et donc il y a une pression du foncier. On n'a pas assez de terre pour construire non plus, parce qu'on est de plus en plus. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette énorme pression sur les terres. En France, le coût à l'hectare, il est bien moindre, mais il reste quand même vraiment très cher. Et alors la problématique qu'on observe actuellement, c'est qu'en fait il y a des gros groupes, dont Colruyt, parce que ça sert à rien de tu peux le nommer, hein, de moi, les terres. j'ai manifesté contre eux en story, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc Colruyt est en train d'acheter des terres agricoles. D'abord, ils ont commencé dans les pays de l'Est. Donc là, c'était super problématique parce que c'était vraiment pour faire du bio à bas prix, dans des conditions sociales qui sont pas les mêmes qu'en Belgique. Parce qu'en Belgique, quand même, on fait pas ce qu'on veut. Donc ils ont commencé ça il y a quelques années. Et puis là, récemment, en fait, ils commencent à acheter des terres dans le Hainaut notamment. Et le problème, en fait, c'est qu'ils offrent un prix bien supérieur à ce que les producteurs peuvent offrir. Et eux, ils arrivent avec l'argent en cash sur la table. Et alors, quand ça leur a été forcément très reproché, merci pour le mot. Et à ce moment-là, ils ont dit oui, mais on achète les terres, mais on va quand même utiliser des producteurs locaux. Bien sûr, qu'on va pour pouvoir les manier comme des pantins. Exactement. Sauf qu'en fait, dans la réalité des choses, déjà, ça aurait été horrible de faire ça. Mais en plus, les producteurs des environs témoignent en disant qu'ils n'ont eu aucune demande. Ils n'ont reçu aucune demande. Et en fait, c'est des gros exploitants agricoles, souvent qui sont pas belges, qui sont venus avec leurs machines semer, arroser de je ne sais pas quoi, quand c'est pas bio, et même parfois quand c'est bio, parce qu'il y a beaucoup de dégradation aussi, et récolter. Donc en fait, on perd vraiment nos producteurs, quoi, à ce niveau-là. Si même les supermarchés commencent à produire eux-mêmes, on perd l'autonomie de nos agriculteurs. Et donc ça, c'est super inquiétant. Et on les précarise de plus en plus, parce que même si ils avaient décidé du coup de donner du travail aux producteurs, c'est quand même pour les rémunérer pas grand-chose, leur faire de la monoculture, enfin leur enlever toute liberté finalement. Oui, et en fait, c'est vraiment le pouvoir aujourd'hui des agriculteurs, c'est leur liberté. C'est de pouvoir décider demain de faire une haie fleurie, de mixer la production végétale à de la production animale, parce qu'il y a plein de complémentarités en termes d'engrais notamment. Enfin voilà, aujourd'hui, le producteur, l'agriculteur, c'est un entrepreneur qui est créatif, imaginatif, comme tous les entrepreneurs, et qui est innovant, qui doit se renouveler tout le temps. Et donc, c'est pas un employé, quoi. C'est vraiment pas un employé, c'est quelqu'un qui est autonome et qui tient super fort à son autonomie. Et donc, on peut pas, en fait, commencer à accaparer comme ça les terres et à transformer les agriculteurs qui sont tellement, riches d'idées en exploitants agricoles, en ouvriers agricoles, quoi. C'est pas possible. Non, mais certainement. Et on va perdre la richesse qu'on a dans nos assiettes aussi finalement, exact, ouais. Qui est quand même pas la panacée, hein, si on bouffe que belge. Ouais. Donc clairement, ça sera un gros pas en arrière. Et c'est pour ça que c'est super important en tant que de consommateur finalement de consommer belge, local. Mais vraiment donc à des vrais producteurs locaux, parce que certes Colruyt a acheté des terres dans le Hainaut ou près de Halle aussi, et vont produire localement. Je veux dire, si vous habitez dans le Hainaut, ce sera local, mais au final ce sera pas des producteurs locaux, et ça ne fera pas vivre l'artisanat local. C'est pas eux qui vont toucher cet argent en fait. Mais non, carrément. Et comme tu dis, ce sera encore des gros actionnaires pour acheter un 4x4 et un yacht, quoi.
Et en fait, dans le même registre, quand on voit la campagne Act for Food de Carrefour, ils mettent partout des photos de leurs producteurs et c'est du gros greenwashing, quoi. Parce qu'en fait, dans les Carrefour, maintenant, il y a un petit kiosque produits locaux, produits du terroir. Donc déjà, ça, c'est interpellant parce que ça veut dire qu'il n'y a que ça qui vient de chez nous, que tout le reste est juste complètement industrialisé et vient de l'étranger. Donc en fait, il devrait plutôt si on réfléchit à nos supermarchés, ça devrait être l'inverse, quoi. Il devrait y avoir que des produits de chez nous et puis un petit kiosque produits exotiques, voilà, ok. Et donc en fait, Carrefour, ils mettent en avant les producteurs. Parce qu'ils travaillent peut-être en direct avec 3 gros producteurs, ou alors souvent il y a des producteurs qui se plaignent en fait qu'on leur a volé leur image. Ils ont accepté un contrat avec un petit Carrefour Market franchisé parce que ça leur permettait de vendre en plus gros volume sans devoir courir après les clients. Sauf qu'en fait après on est venu les prendre en photo, on leur a pris leur image, et ça ils sont pas du tout d'accord avec ça en fait. Ils sont sûrement pas rémunérés pour ça en fait. Non, mais par contre le problème c'est qu'en fait ça marche. Le consommateur lambda, non renseigné, il a vraiment l'impression d'acheter au producteur. Mais c'est pour ça qu'il est vraiment urgent d'arrêter de consommer dans les grandes enseignes et de revenir à des plateformes comme It's Local, oui, ou à des petits aller magasins. en ferme. Enfin voilà. Et donc ça, peut-être qu'on peut juste parler de la crise actuelle, parce que depuis janvier, on assiste tous à une augmentation de coût de l'énergie et du coût des matières premières. Et donc il y a une énorme réduction du pouvoir d'achat. Et de manière générale, sur toute la Wallonie et surtout Bruxelles, toutes les épiceries bio en vrac ont entre moins 20 et moins 30% de chiffre d'affaires. Et quand je dis les petits, c'est Farm et c'est De Barn aussi. Tout le monde est vraiment hyper impacté. Farm et De Barn, ils vont peut-être pouvoir un peu plus s'en sortir parce qu'ils vont être un peu plus résilients parce qu'ils sont plus gros. Mais en fait, il y a toutes les petites épiceries indépendantes là qui sont en train de fermer. Et en fait, moi, ça me fout les boules, pour le dire correctement, parce que je trouve que depuis 10 ans, on assiste vraiment à on va dire un renouveau de notre système alimentaire, des petits producteurs qui s'installent, des petites épiceries. Vraiment, il y a tout un marché alternatif, on va dire, de notre alimentation. Et là, tout est en train de s'écrouler en 6 mois, quoi. En 6 mois, il y a vraiment, on voit plein de faillites. La Finca, qui est un magasin de producteurs à Wezenbeek, mais donc qui était à Woluwe, d'ailleurs, d'abord leur magasin de Woluwe a fermé, maintenant c'est celui de Wezenbeek qui ferme. Donc enfin voilà, plein de petites initiatives, ça c'est un parmi des centaines d'autres qui sont en train de fermer. Et quelles sont les raisons de cette crise ? C'est vraiment la baisse du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est assez multifactoriel. Mais donc on a parlé du coût de l'énergie, mais aussi de la guerre en Ukraine qui fait qu'il y a une augmentation des coûts des matières premières et du coup de l'alimentation de manière générale. Et que l'alimentation n'est pas une priorité chez la plupart des gens, en fait. Exact. Même les gens qui pourraient se le permettre, qui voient leur pouvoir d'achat baisser, en fait, c'est un des premiers pans dans lequel ils vont couper. Il y a aussi, en fait, je pense, là, on assiste à une baisse du pouvoir d'achat et aussi à la fin vraiment du Covid, même si c'est un peu en train de remonter, mais peu importe. Il y a vraiment une réouverture aux loisirs. Et donc là, tout d'un coup, depuis janvier à maintenant, et je pense qu'on le verra assez fortement cet été, la priorité est aux loisirs, malheureusement. Et donc les gens, ils préfèrent partir en vacances que de continuer à consommer bio et local. Et en fait, ça, c'est vraiment catastrophique pour notre économie. Et je crois que oui, le budget facile dans lequel on peut couper rapidement, c'est l'alimentation. Mais parce c'est qu'il y a des alternatives pas chères. Parce qu'il y a des alternatives pas chères, mais c'est vraiment pas un bon calcul pour notre santé déjà, et puis pour toute notre économie, quoi. Franchement, l'alimentation, ça devrait être notre première dépense. Et d'ailleurs, on est passé, donc là, aujourd'hui, en moyenne, dans un ménage, le ménage dépense 10% de son budget pour l'alimentation. Et avant, je crois, il y a environ 50 ans, on était à 50%. Donc on a fait que diminuer la part du budget de l'alimentation des ménages pour augmenter les loisirs. Et en fait, ça, c'est juste extrêmement questionnant. Et quand les gens disent c'est cher, même les produits bio et locaux ne sont pas encore assez chers pour pouvoir rémunérer correctement nos producteurs et pour pouvoir travailler de manière juste, c'est-à-dire être en bio et pouvoir remplacer les pesticides, les herbicides par un désherbage manuel, etc. Mais en fait, pour ça demande de la main-d'œuvre et donc ça demande des gens, ça demande une rémunération qui soit plus élevée. Donc en fait, malheureusement, même quand on achète ces produits dans un magasin local et bio, c'est pas encore assez cher. Tout à fait. Et
Et du coup, en plus, les solutions à ça, c'est repenser notre alimentation. Mais ça, c'est comme tu dis, si on remet la faute que sur le citoyen, ce que j'aime pas faire du tout. Ouais. Même si, comme on l'a dit, on a vraiment un pouvoir incroyable et il est temps de s'en saisir. Oui. Néanmoins, il y a aussi besoin justement de s'éduquer à ces sujets-là et de se manifester aux politiques à ces sujets-là. Oui, d'ailleurs, pour l'association pour laquelle je travaille pour accompagner les producteurs en agriculture urbaine, il y a un super chouette projet très social qui s'appelle VRAC. C'est pas pour les produits en vrac, mais quand même il y a du vrac dedans. Ça veut dire vers un réseau d'achat commun. Et en gros, c'est pour pouvoir offrir à des publics plus précarisés des produits bio et locaux. Et en fait, ça, c'est subsidié par une fondation qui œuvre dans l'alimentaire. Et donc là, on se rend compte que il y a certains projets qui doivent être subsidiés et mais bien sûr, pour pouvoir actionner une transition notamment sociale, en fait on a besoin de subsides. Et donc cette association-là, qui s'appelle le réseau VRAC, elle permet de pouvoir offrir ces produits qualitatifs à un public vraiment précarisé. Donc ça c'est génial que ça existe parce qu'on va pas se leurrer. Je dis que l'alimentation actuellement bio-locale est pas assez chère, mais si elle était encore plus chère, il y aurait encore moins de gens qui pourraient bien sûr. Se payer ça. Et donc le but c'est pas que la transition elle se fasse juste par les élites. Donc il faut qu'il y ait du subside derrière. Moi je rêve qu'on supprime la TVA pour les produits locaux bio. Le problème c'est que la TVA, on observe que souvent quand on supprime la TVA, juste le prix augmente. Pas spécialement chez les producteurs, mais plutôt chez les revendeurs. Donc c'est pas toujours une solution non plus. Enfin bref, voilà, il y a pas mal d'actions publiques qui peuvent être faites. Il y a tout un système politique à repenser autour de ça. Mais c'est comme tu disais, on alloue que 10% de notre budget à l'alimentation et plus aux loisirs. Et on a un État qui défiscalise, enfin c'est pas tout à fait ça, mais qui ne taxe pas le kérosène. Et donc on a des billets d'avion à 25 € pour faire un aller-retour en Espagne. Ça n'a aucun sens. Mais ça c'est une volonté politique qui est juste mal placée. Exact. Et puis je pense que rien que dans la sphère peut-être de personnes un peu plus privilégiées, moi je suis assez effarée de voir les personnes autour de moi qui... de manière générale, gagnent correctement leur vie, mais préfèrent aller chez Aldi et s'acheter le dernier smartphone. Mais tout à fait. Et ça, je trouve ça vraiment effarant parce qu'en fait, ces personnes-là, elles auraient le pouvoir d'acheter des produits de qualité. Mais c'est à elles qu'on parle aujourd'hui. Exact, vraiment, moi, c'est à ces personnes-là. Moi, je veux pas culpabiliser les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont précarisés par le système. Vraiment, moi, je m'adresse à mes pairs, en fait, aux gens qui, comme moi, peuvent et doivent acheter bio et local parce qu'ils peuvent faire changer le système et qu'ils en ont les moyens, en fait. Ouais, exactement. En fait, il faut vraiment consommer, mais pas que l'alimentaire, mais que toute notre consommation de manière générale soit mieux pensée et moins, mais mieux. Il y a tellement de manières d'améliorer sa consommation. C'est la base. Tout à fait. Écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup Delphine, c'était super. Merci à toi pour l'invitation. Et à bientôt. À tout bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.